jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, le président Ouattara a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Un déjeuner a aussi été offert en l'honneur du chef de l'État ivoirien. 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, singulièrement pour renforcer le système sanitaire. En santé, on s'intéresse également ce soir à l'anémie, maladie caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang. Elle gagne du terrain. Pour la guérir, il faut une banque de sang bien alimentée. Ce n'est pas le cas au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Le constat scrutin. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et ce lundi, le grand format vous propose de découvrir le nouveau pont de Boisflé, moteur de développement de la Maraoué en marche, à suivre dans une quinzaine de minutes. Tout d'abord ce soir, des images du président Ouattara au deuxième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite. Il a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Dans la ligne de mire, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le chef de l'État a été salué par tous les membres de la famille royale, tous les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires du royaume, les responsables des familles alliées du royaume et les parlementaires. La coopération entre Yamoussoukro et Riyad était également au cœur de l'entretien qui a suivi le déjeuner offert en l'honneur du chef de l'État ivoirien par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et cela au nom du gardien des deux saintes mosquées, le roi d'Arabie Saoudite. Et hier, avant cette série de rencontres avec le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le président Ouattara s'est rendu à la Chambre de commerce et d'industrie du Royaume. Il y a évoqué les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La correspondance d'Awa Touré. Premier acte de cette visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite, la rencontre avec le secteur privé saoudien à la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad. Après le cérémonial d'accueil, c'est au tour d'un dîner offert par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad, Dr Abdulrahman Al-Zamil, que le président de la République et les opérateurs économiques ont échangé sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le docteur Abdulrahman Al-Zamil a dit sa joie de recevoir le président de la République de Côte d'Ivoire, pour qui il a une grande estime. Nous sommes persuadés que suite à cette visite de très haute portée, des résultats palpables vont suivre. Nous avons échangé sur les questions d'industrie, de commerce et de bien d'autres domaines d'investissement. Nous tenons à exprimer notre joie et notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et son auguste délégation. Le président de la République Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et développé et qui entend se donner les moyens de sa politique, s'est dit pour sa part heureux de cette opportunité. Je voulais dire au président que nous sommes très honorés de cette rencontre, de ce dîner qu'il vient de nous offrir. Nous avons échangé sur les possibilités d'investissement, les opportunités en Côte d'Ivoire. Et donc le président m'a dit qu'il viendra en Côte d'Ivoire dans les mois qui viennent avec de nombreux investisseurs. Et nous sommes convenus que ce serait une très bonne chose de renforcer la coopération du secteur privé saoudien et secteur privé ivoirien. C'est aux environs de 20 h, heure locale, 17 h GMT, que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à l'aéroport international Roi Khalid Ben Abdelaziz Al Saoud de Riyad. Il a été accueilli par le deuxième prince héritier Mougrine Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres, qu'accompagnait le prince Turki Ben Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de Riyad. En bref et en image, le ministre chargé du budget ce lundi face à la commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien rencontre en cours en ce moment pour adopter le budget 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 5 000 milliards de francs CFA. C'est un projet de loi et de finances pour l'année 2015 qui a été élaboré pour permettre au gouvernement de poursuivre
la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social déclinée dans le Plan national de développement PND 2012-2015. Avant l'adoption du budget 2015, le budget de règlement de l'année 2013 a été voté. Les précisions de Noël Gnagno vous seront proposées dans nos prochaines éditions. Économie toujours avec ce chiffre, 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA. C'est le montant du crédit que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, singulièrement pour renforcer le système sanitaire. L'éclairage de Jean-Louis Gbangbo est commenté par Jean-Jacques Kwame. Les indicateurs de la gestion financière du port autonome d'Abidjan sont au vert. L'institution vient d'obtenir un A dans la catégorie des valeurs long terme et un A1- dans la catégorie court terme. Note attribuée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment qui renforce ainsi la crédibilité du port autonome d'Abidjan. Cette performance est le résultat d'une amélioration considérable de la rentabilité opérationnelle et un maintien du bon niveau du résultat net. Nous irons vers des institutions financières, des établissements financiers. Aussi faut-il que nous présentons la meilleure image possible, que nos fondamentaux soient irréprochables. Et il s'agit justement, à travers des efforts qui sont faits en termes de gestion, de faire en sorte que la dotation reflète un peu notre état réel. Pour atteindre son objectif, le port autonome d'Abidjan compte sur un plan de renforcement et de développement de ses infrastructures d'un montant global de 800 milliards de francs CFA, dont les 60% sont déjà acquis. L'enjeu est d'accroître la compétitivité du port dans la sous-région et devenir ainsi le troisième hub port sur la façade atlantique après ceux de Tanger et de Durban. Une vision managériale approuvée par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. C'est très important qu'on puisse faire aujourd'hui la notation financière et qui permet, lorsqu'on a une bonne note, de démontrer au monde entier que l'entreprise bénéficie d'une bonne gouvernance. Et la gouvernance aujourd'hui est un élément clé de la politique générale gouvernementale. L'agence de notation a également relevé des facteurs qui pourraient être préjudiciables aux objectifs du port autonome d'Abidjan, notamment le lien étroit entre le développement de ses activités et l'environnement sécuritaire encore fragile. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur l'agence de notation financière Bloomfield Investment qui vient d'attribuer un A et un A1- au port autonome d'Abidjan. Et maintenant, je vous propose de suivre ce reportage qui nous parle de Zéro Racket Focus 2015. C'est la dénomination de la caravane de sensibilisation lancée ce lundi par l'unité de lutte contre le racket ULCR. Elle prendra fin le 19 décembre prochain avec pour but ultime d'expliquer aux policiers et aux gendarmes les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. L'ULCR entend parvenir à 0 cas de racket sur les routes ivoiriennes en 2015. Mahamadou Traoré, Frédéric Oulaï, Adama Koné. Rassemblement des agents de police du district de Cocody ce lundi matin sur l'esplanade du commissariat de police du 8e arrondissement. Face à eux, le commandant de l'unité de lutte contre les rackets. Il vient expliquer les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. Ce, afin de faire des policiers des acteurs majeurs de la performance de l'économie ivoirienne. Le commandant Alain Oura leur explique l'impact négatif du racket sur le classement Doing Business dans son volet facilitation du commerce transfrontalier et sur le programme Millennium Challenge Corporation qui contrôle le niveau de corruption dans les pays. Afin de mettre fin à cette pratique sur les routes ivoiriennes, le commandant de l'unité invite les policiers au respect de l'éthique et de la déontologie. Prévu s'achever le 30 mai 2015, cette campagne de sensibilisation concerne les villes d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Daloa. Objectif pour l'unité, sensibiliser 100% des agents de police, gendarmerie, douane, eaux et forêts ainsi que l'armée. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perdait 350 milliards de francs CFA par an du fait du racket, montant en baisse de 14% depuis la prise de certaines mesures par le gouvernement, dont l'installation d'une unité de lutte contre le racket. La Côte d'Ivoire s'apprête à bien négocier son passage au numérique le 17 juin 2015. L'assurance a été donnée par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, à la faveur de l'ouverture du 5e forum sur la normalisation qui a eu lieu ce matin à la maison de l'entreprise au Plateau. Issa Yeo, Herman Niamien.
harmoniser les points de vue sur la régulation de la télévision numérique terrestre. Objectif principal de la 5e édition du forum sur la normalisation qui se tient à la maison de l'entreprise au plateau. Il a pour thème télévision numérique, défis et enjeux de la régulation en environnement convergent. Il s'agit au cours de ce forum d'informer et de sensibiliser les populations, les entreprises et médias sur la stratégie de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT. La télévision numérique terrestre, connue aussi sous le sigle TNT, est une évolution technologique qui permet d'optimiser l'usage de la ressource spectrale par un accroissement du nombre de chaînes de télévision par bande de fréquence, d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son et de réduire les coûts de transmission et les coûts de la diffusion des programmes télévisuels. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK, Ibrahim Sissavané, plaide pour que les échanges entre les différentes entités du domaine soient fréquents. La conférence de presse animée en marge de la cérémonie officielle par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication a été l'occasion pour lui de rassurer la population. La Côte d'Ivoire respectera le délai du basculement au numérique prévu pour le 17 juin 2015 et relèvera également le défi de la libéralisation. Nous avons certes pris du retard, mais nous sommes encore en mesure de rattraper ce retard-là pour faire en sorte que le 17 juin 2015, il y ait un signal analogique au moins sur une partie de la Côte d'Ivoire. Cette migration qui va se faire probablement en enlevant à RTI une partie de son patrimoine et une partie de son activité, nous allons faire en sorte que cela n'ait pas d'impact négatif sur l'activité de la RTI. Le passage de l'analogique au numérique va coûter à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA. Et pour réussir cette migration, l'une des mesures prises par l'État est l'interdiction de l'importation des postes téléviseurs analogiques. Fraternité Matin est en fête. Le quotidien célèbre son 50e, 50 ans d'information, une mission quotidienne exécutée depuis sa création en 1964 par une centaine de plumes et non sans difficulté. Les défis sont nombreux et continuent de l'être. Le journal doit s'adapter au parcours sociopolitique de la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'évolution mondiale du secteur des médias. 50 ans d'information, quel défi? On en parle avec Christelle Menant. C'est un cinquantenaire, mais une énième naissance ainsi célébrée, tant le quotidien a dû se réinventer à chaque nouveau challenge. Né en 1964, son premier défi a été de se positionner comme le quotidien de la nation, désormais indépendante, le journal des Ivoiriens. L'idée est partie du président Félix Houphouët-Boigny. Auparavant, il y avait un journal qui s'appelait Abidjan Matin, mais qui était le journal fait par les colons. Il a estimé qu'il était normal que notre pays ait son propre quotidien. Pendant 23 années, qu'on pourrait décrire comme les 30 glorieuses ivoiriennes, Fraternité Matin reste l'unique tam-tam parleur des Ivoiriens. Mais les dirigeants de l'époque ne s'en satisfont pas. Arrive dans les kiosques en 1987 un autre quotidien, Ivoire Soir, avec des objectifs bien définis. Il m'a donc été demandé de réussir à vendre au minimum 16 000 exemplaires. Au lieu de 16 000 exemplaires, on vendait 60 000. On a atteint même un pic de 80 000 à 90 000 exemplaires. Avec Ivoire Soir sur le présentoir de Fraternité Matin, deux autres magazines, Fraternité Hebdo et Ivoire Dimanche. Puis arrive l'année 1990, le plus périlleux des défis remportés par Fratmat, l'arrivée du multipartisme et son corollaire, le pluralisme d'expression. Les 6 années qui suivent, Fratmat affronte près de 187 titres réguliers ou ponctuels. Chaque parti devait d'avoir son ou ses journaux. Et Fraternité Matin, qui était censé être le journal du pouvoir, était l'ennemi à battre. Donc, Fraternité Matin a tenu. L'an 2000 sonne le glas d'Ivoire Soir qu'en 2004 accouche de Fratmat Édition. Le groupe Fraternité Matin veut développer les activités d'édition prévues dans son statut. C'est l'édition de beaucoup plus de titres, c'est être présent par des actions concrètes au cours des salons du livre, des foires, etc. L'évolution de Fraternité Matin semble calquée sur la vie sociopolitique ivoirienne, mais également sur celle en cours dans le monde, en particulier des TIC. Certains annoncent pour bientôt la mort du journal papier. Le quotidien en a conscience. Depuis 10 ans déjà, Fratmat s'est mis à l'heure d'Internet. Une équipe de 30 journalistes alimente aujourd'hui Fratmat.info qui cumule en un semestre plus d'1 million de visiteurs uniques. C'est le journal de demain. Nous avons anticipé les choses en créant donc ce portail, ce Fratmat numérique. Média d'État, oui, mais le quotidien tient surtout son mérite à la crédibilité des écrits qui lui valent aujourd'hui la place de premier quotidien ivoirien. 50 ans d'information, 50 ans de challenge au quotidien.
70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, singulièrement pour renforcer le système sanitaire. L'éclairage de Jean-Louis Gbangbo est commenté par Jean-Jacques Kwameala. C'est un autre coup de fouet à la coopération entre le gouvernement et le groupe de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods vient en effet de renouveler son appui au renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur productif de l'économie à travers la signature du deuxième crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté portant sur un montant de plus de 35 milliards de francs CFA. Cette opération d'appui budgétaire vient en soutien au programme de développement durable en Côte d'Ivoire. Les ressources au titre de cette opération serviront à renforcer les réformes dans les secteurs clés de l'économie, notamment l'amélioration de la gestion des finances publiques, la restructuration de la filière agricole, l'assainissement du secteur de l'énergie et l'environnement légal des affaires, ainsi que la création d'emplois et l'accès des populations les plus pauvres aux services sociaux de base. L'objectif principal est de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour une utilisation optimale de ces ressources. Mieux, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi dans l'exécution des mesures qui ont abouti donc au décaissement de ce jour, à travers une concertation participative avec les ministères et structures concernées. Tout en saluant la bonne tenue des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, la ministre chargée de l'économie, Kabaliale, a lancé un appel aux autres bailleurs de fonds afin que leurs appuis soient accentués en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Place au grand format de la rédaction qui nous amène ce soir dans le centre-ouest du pays, précisément à Boisflé. On y découvre le nouveau pont de la ville dont les travaux ont été achevés. L'ouvrage n'attend plus que d'être mis en service. Les travaux avaient été lancés par le chef de l'État en personne en septembre 2012. Le pont de Boisflé, long de 124 mètres, permettra d'accroître la fluidité du trafic routier entre le chef-lieu Boisflé et les autres régions du pays. En plus de ce pont, Boisflé bénéficie de 6 km de voirie totalement rénovée. Coût de tous ces ouvrages, 7 milliards de francs CFA. Le grand format ce soir est signé Abou Sanogo. Hier, une promesse de campagne. Aujourd'hui, un souffle nouveau pour Boisflé. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de donner vie à ce qui a été un espoir pendant 57 ans. Boisflé a enfin son pont. C'est un coup de fouet que le chef de l'État vient de redonner à l'économie de la région. Aujourd'hui, avec ce pont, notre ville sera connue, notre ville sera beaucoup plus fréquentée et avec son économie qui va prendre vraiment une autre allure. Voici ce qui servait de pont jusque-là et qui va encore jouer ce rôle, en tout cas jusqu'à la mise en service du nouveau nid. Cet ouvrage qui date de 1957 ne répond plus à aucune norme. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de ferraille et d'autres matériaux qui relient deux rives d'un point d'eau. C'est plutôt un danger que courent chaque jour et à leur corps défendant les usagers. Plus qu'une voie utilisée dans les deux sens, tablier ayant visiblement souffert le martyre toutes ces années sous le poids de véhicules surchargés et au type de camions, parapets rouillés et endommagés par endroits. On le voit, le temps a eu raison de l'ouvrage. On ne peut pas marcher dessus. Et c'était une seule voie. Si la voiture provient de Dalois, tu veux dire de garer pour attendre les autres. Et souvent, quand vous forcez le passage, il y a des accidents graves. Quand il y a un camion qui est en panne là-dessus, nous sommes obligés de garer jusqu'à la gendarmerie haute là-bas. Donc ça bloque la circulation, on n'arrive pas à circuler comme il se doit. Ça a commencé à dégrader même actuellement. C'est cassé encore. Alors on a les 1000 problèmes, ça casse nos lames, ressort tout ça là. Fini donc le calvaire des automobilistes. Ils passeront bientôt du cauchemar à la réalisation de leur plus beau rêve. Dans quelques semaines seulement, ils pourront désormais traverser le fleuve Bandama sur un pont sécurisé. Le nouveau pont de Boisflé est un pont à poutre en béton pécantin qui fait 124 mètres de long. Il a une largeur totale de 10 mètres, dont 7,50 mètres pour la voie de circulation et 1,25 m de trottoir de part et d'autre. Donc c'est un pont
qui a 4 travées indépendantes de 31 mètres chacune. Les fondations sont donc en pieux, qui sont reliées par une semelle de liaison et sur lesquelles on a fait 2 élévations en fût. Et sous les élévations, il y a des chevêtres, les appareils d'appui et le tablier. Le pont est fin prêt, les travaux sont achevés à 100%. Le pont lui-même, ainsi que ses voies d'accès, les protections, l'éclairage public et la signalisation, tant horizontale que verticale. Avec la réalisation de ce pont, ce sont la fluidité routière et les transactions commerciales qui seront facilitées. Il va aussi améliorer la circulation des personnes et des biens. L'ouverture prochaine du pont viendra également mettre fin à ces longues files d'attente de véhicules pour la traversée. Le processus de désenclavement de la région de la Marawi est en marche. Nous sommes contents de ce que ce pont que le président vient de nous offrir soit réalisé. Ça va nous désenclaver. Ce pont va porter le développement. Ce pont va permettre aux camions de transporter les vivres à Boisflé, à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le pont, on peut dire le CEDEAO. Puis si ça vient d'Ibéria, ça passe là. Ça vient Guinée, ça passe là. Ça vient Mans, ça passe là. Ces ponts-là nous donnent 3 voies maintenant. Pour les populations, ce projet représente une bouffée d'oxygène. Grâce au chef de l'État, leur région va se remettre sur la voie du développement. Moi-même, je marche là et puis je m'en vais au champ. Si tu es bagarre sur ta tête là, tu viens là. Dis, gros camion vient, ça balance même. On a fait notre route là. Je suis content même. Ça va arranger beaucoup la circulation qui était vraiment en danger. Et c'est beaucoup important que ça soit changé. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Nous allons sortir pour apporter à manger à la population de la Côte d'Ivoire. Ce pont, c'est l'émergence. C'est l'émergence de Boisflé sur tous les plans. Qu'en sera-t-il de l'ancien pont après la mise en service du tout nouveau? Il sera réhabilité et servira aux 2 roues et aux piétons. Cela permettra aussi de décharger le nouveau pont. C'est-à-dire tous les 2 roues et tous les piétons pourront emprunter. Mais la réhabilitation de l'ancien pont est tributaire de la mise en service du nouveau. En plus d'allier utilité et beauté, le pont de Boisflé offre à la ville un visage agréable. Pour le maintien de cet impact architectural, l'entretien de l'ouvrage s'avère indispensable. Nous avons fait l'accès au pont, c'est des remblais, il y a des talus, et ces talus sont engazonnés. Donc il faudra bien sûr, de temps en temps, venir faire l'entretien au niveau du talus pour que ça ne ressemble pas à une broussaille. Ça va contribuer à protéger l'accès au pont des 2 côtés. En plus de ce pont, la ville de Boisflé a également bénéficié de 6 km de voirie entièrement rénovée. L'ensemble de ces ouvrages a coûté environ 7 milliards de francs CFA. Lancés en septembre 2012 par le président de la République Alassane Ouattara, les travaux ont duré 2 ans. Des travaux grâce auxquels Boisflé rime avec développement. Boisflé respire déjà l'air frais de l'émergence. C'était le grand format signé ce soir d'Abou Sanogo, proposé par le service politique de la rédaction. En santé, on s'intéresse à l'anémie, maladie caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang. Elle gagne du terrain. Pour la guérir, il faut une banque de sang bien alimentée. Ce n'est pas le cas au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. L'une de nos équipes s'est rendue sur place pour avoir les raisons de cette pénurie. Son constat. Matière non fabricable. Le sang est une substance précieuse et vitale. En vue d'une meilleure organisation de sa collecte et de sa vente, 25 structures d'antennes de transfusion sont réparties sur l'ensemble du territoire. Mais constat, ces structures font face à une pénurie. Ça me fait 4 jours que je cherche du sang, je n'en gagne pas. Et vous voyez, vous faites le rang à 4 h du matin, jusqu'au soir, on ne vous donne rien. Si tout le monde se motivait pour faire un don de sang, ça ne pouvait pas arriver comme ça. En fait, c'est pas tout à fait normal parce que, en fait, pour donner du sang, c'est pour sauver une vie. Le sang manque dans les structures de transfusion, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les donneurs se font de plus en plus rares. La pénurie n'est pas sur toute l'année. Vous avez des périodes, surtout la période des vacances. À près de 60%, ce sont les élèves étudiants qui sont nos donneurs de sang. Près de 60%. Donc vous voyez qu'en période de vacances, il y a des difficultés. Quand il pleut pour nous,
ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le donneur ne viendra pas. Quand il y a trop de jours fériés, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le jour férié, le donneur ne vient pas, mais le malade il vient chercher le sang. Pour sauver des vies, un appel est lancé aux donneurs potentiels. Et je tiens à dire à la population que le ministère de la Santé seul ne pourra pas faire l'autosuffisance en Côte d'Ivoire, ni le directeur du centre de transfusion, mais c'est ensemble, c'est toute la population, les habitants de ce pays, ivoiriens, non ivoiriens, chacun peut donner du sang. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres de transfusion sanguine, 17 antennes de transfusion et 5 sites de prélèvement. Ce sont 140 000 prélèvements qui sont enregistrés par an. Les structures d'antennes de transfusion sanguine affichent un objectif, atteindre le chiffre de 200 000 prélèvements annuels afin de prendre leur indépendance et être capable de satisfaire la forte demande en sang. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action nationaux pour la diversité biologique. Il organise ce 8 décembre, avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes. Reportage. Préserver l'environnement, notamment les services d'origine écosystémique. 60% de ces services sont en état de dégradation, selon une étude menée par des experts. Une situation qui entrave la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, pour remédier à la situation, un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le développement de l'expertise et la pratique de l'évaluation des services écologiques est une condition nécessaire à l'évaluation de la décision publique. Il s'agit d'un atelier qui essaie de voir quelle est la contribution des ressources naturelles, des services écosystémiques dans le programme national de développement. On va essayer de développer des outils et méthodologies qui permettent aux participants à l'atelier de connaître la contribution des forêts, des ressources halieutiques dans le produit national brut. Cette rencontre va permettre d'avoir des éléments de base sur les méthodes d'identification et d'évaluation des services écosystémiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition et cela est très dangereux pour l'équilibre de l'environnement. Donc cette formation va nous aider dans notre activité à préserver la biodiversité. L'atelier dure 3 jours et sera meublé par plusieurs communications et débats. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, à 21 h exactement, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans Lundi Sport. Ce soir, l'émission sera sur fond de la Coupe de la Confédération. L'opposition entre Al-Ahly d'Égypte et le COE Sport de San Pedro, qui a tourné à la faveur de Al-Ahly d'Égypte. Également, le tirage au sort de la CAN 2015, puis bien sûr du taekwondo avec les dames vice-champions du monde. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.